Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et puis bonsoir Philippe Jaïnada. Bonsoir David. On est ravis de vous avoir. On va commencer par 3 questions. Si vous étiez une ville, Philippe, ce serait laquelle? J'aurais aimé dire Bruxelles, mais je suis obligé de dire Paris. Je suis vraiment, sans parisianisme ni rien, mais je suis vraiment dans mon bocal. Quoi, quel Paris, quartier, ouais. quel arrondissement? Je suis dans le 10e, à Louis Blanc. D'accord, c'est pas mal. Quartier que j'aime beaucoup. Si vous étiez une chanson? Si j'étais une chanson, je serais une chanson du groupe Il était une fois, qui est un peu ma passion coupable. Laquelle? Parce que j'adore Joël, la chanteuse. Je serais, disons... J'ai encore rêvé d'elle? Non. Les filles du mercredi. D'accord. Oui. On ira découvrir ça sur Spotify. Les filles du mercredi sont toutes restées dans leur lit. Ah bah oui, ouais. C'est mercredi. Et puis si vous étiez le titre d'un roman, pas de vous. Et oui. Je serais un roman de Richard Brotigan, qui est un auteur qui m'a déclenché vraiment mon envie d'écrire. Et puis un titre que j'aime bien, Un privé à Babylone, ça s'appelle, j'aime bien ce titre. Un privé à Babylone. Merci pour vos réponses. On va maintenant découvrir votre dernier roman. Philippe Jaïnada, vous êtes l'invité de LCR ce soir. Voilà, et le vôtre, je m'empresse de le citer, votre titre, La désinvolture est une bien belle chose, même si ça vient plutôt de Guy Debord. On va parler de Guy Debord tout à l'heure. Il est lourd quand même, 496 pages, mais ça va, vous vous êtes modéré. Hein. Ah oui, il est 2 fois moins lourd que les 2 ou 3 précédents. Voilà. Alors, oui, pour moi, c'est un exploit. Et pour votre éditeur aussi. Mon éditeur, il ronchonne un peu parce que j'avais dit qu'à mon avis, j'aurais du mal à faire plus de 200, 250. Je pensais ne rien trouver sur les gens dont je parle. Ouais, et pourtant. Quand je lui ai dit, je vais faire 200, 250, j'ai vu une larme perler sur sa joue. Viens dans mes bras, mon petit. Une larme de bonheur. Oui. Et donc, pour moi, 496, c'est déjà pas mal. C'est chez Mialet Barreau. Mialet Barreau. Et il est content. Et nous aussi, parce qu'on a aimé ce roman, on l'a dévoré. Même tout commence par un fait divers. On est en 1953, un matin d'automne du côté de Saint-Germain-des-Prés, dans un hôtel, une jeune femme surnommée Kaki. C'est Jacqueline Harris, son vrai nom. Elle se jette par la fenêtre du 3e étage. En tout cas, elle tombe par la fenêtre. Elle tombe par la fenêtre. On pense qu'elle se jette. Tout est là, voilà. Et face à son amant de l'époque, un soldat américain, Boris. De là, tout démarre. Vous écrivez, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Comment, d'abord, vous avez eu au vent de cette histoire? En fait, comme souvent, et d'ailleurs j'aime bien ça, c'est en écrivant un livre précédent, j'aime bien qu'il y ait des liens entre mes livres. Dans mon livre précédent qui s'appelait Au printemps des monstres, en faisant des recherches, des digressions, des recherches parallèles, je tombe sur cette histoire, une jeune femme qui s'appelle surnommée Kaki, qui est tombée par la fenêtre. Et puis à l'époque, je cherche un peu, je creuse un peu, je me rends assez vite compte que je trouve pas grand-chose sur elle. Et dans mon livre précédent, Au printemps des monstres, il y a une page sur cette jeune femme qui est tombée presque nue par la fenêtre d'un hôtel miteux. Une femme magnifique, ancien mannequin. Oui, ancien mannequin chez Dior, très belle, et puis surtout très populaire dans le quartier. La reine du quartier, on l'appelait la reine du quartier. C'était très jolie. Alors c'est un peu bête parce qu'évidemment, une fille pas jolie qui se suicide, c'est tout aussi triste, mais c'est encore plus mystérieux parce qu'elle avait apparemment tout. Elle avait 20 ans seulement. Elle avait tout pour être, non pas heureuse, mais pour bien s'en sortir dans la vie. Et donc, une fois que j'ai terminé mon livre précédent, que j'ai fait la promo, tout ça, je me dis bon. Puis elle me revient en tête, l'image de cette fille qui tombe me revient en tête. Je me dis j'ai le temps, j'ai rien à faire, je vais essayer de creuser un peu. Et puis voilà. C'est marrant parce que vous nous racontez ce que vous racontez dans le livre aussi. Vous nous dites j'ai le temps, j'avais rien à faire, etc. C'est vrai. Tout ça est écrit, mais c'est ça qui est assez particulier chez vous. C'est une vaste enquête, ce livre dans lequel vous nous emportez, nous, lecteurs, lectrices, dans votre quête. Vous nous emmenez dans les archives de la police, archives de la ville, les magazines de l'époque aussi. On découvre tout un monde. Et vous nous emmenez même dans votre Kunga, ou Kuga, je ne sais pas comment on dit, Kuga, de location chez Avis, je précise, sur les routes de France. Pourquoi d'ailleurs? C'est pour vous sentir moins seul? Pourtant, vous êtes un solitaire. J'aime être seul, me sentir... Pourquoi vous emmenez le lecteur avec vous? En fait, moi, j'avais envie de... Toute l'histoire se passe dans un tout petit bistrot, plein centre de Paris, et ils sont enfermés, c'est des jeunes gens, ils sont enfermés sans fenêtre, et tout ça, c'est un peu étouffant. Et je m'étais dit, déjà, quand je pensais à eux, j'avais une sensation d'oppression, puis je m'étais dit, je vais faire 400 ou 500 pages, et le lecteur va rester là-dedans, donc j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire j'ai quitté mon quartier, vous avez quitté le 10e, j'ai même quitté mon arrondissement, quitté Paris,
Et j'ai fait donc le Tour de France par les bords, en partant de Dunkerque, longer les côtes, les montagnes, la Méditerranée. Génial, comme idée. Voilà. En 24 étapes, de Dunkerque à Dunkerque. On découvre plein d'hôtels, de stations-service. C'est pas du tout ni culturel, ni vraiment touristique. Hein. Je fais les hôtels, les bars, les restos, et le lendemain, je repars vers une autre ville. Et j'ai eu l'impression que ça donnait un peu d'air. Alors, aux moineaux, ça leur fait une belle jambe, ils sont morts depuis longtemps, mais aux lecteurs aussi. Et puis à moi, ça a été 24 jours incroyables. C'est-à-dire que je n'avais rien à faire, aucune obligation. Mais ça veut dire qu'on est avec vous, nous. On est au petit déjeuner, on est quand le café se ferme, on est avec le verre de whisky, parce qu'il y a toujours du whisky avec vous. Souvent. Une fois par jour, c'est pas énorme. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'un fait divers vous intéresse, vous certains ont lu peut-être ici, là, certes, un prix féminin, celui-là, avec la petite femelle, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, ce fait divers-là, je vais m'y intéresser? Voilà, alors, il faut quoi? Il y a une différence entre ce qui m'intéresse, c'est-à-dire beaucoup de faits divers m'intéressent, toutes les histoires humaines m'intéressent. Il y en a tous les jours, on allume la radio. Donc il faut que ça m'intéresse, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu flou, sombre, mystérieux, et puis surtout, je suis écrivain, je ne suis pas fait diversier. Il faut que je me dise, ça peut faire un livre convenable. C'est quoi la différence, justement? Alors, il faut plein de choses. Il faut, là, par exemple, dans celui-ci, c'est pas seulement, je raconte pas seulement la détresse d'une jeune femme qui s'est jetée par la fenêtre. Je parle d'une époque, d'une génération, d'un quartier. Il faut qu'il y ait plusieurs thèmes, que ça puisse nourrir un livre qui ne soit pas simplement une petite histoire malheureuse. Et des destins qui basculent aussi. C'est ce qui m'intéresse. Évidemment. Aussi, Alors, on va regarder une série de photos, évidemment, qui vous ont inspiré. Elles sont faites par Ed van der Elsk. Je crois que je prononce mieux que vous, parce qu'il est hollandais. Alors on ne prononce pas le N? Esken, si on Ed van der Elsken. Il est néerlandais. C'est sorti d'un livre publié en 1956, Love on the Left Bank, donc l'amour sur la rive gauche. Il est allé, lui, dans ce café. Ce sont des photos qui viennent de là. Oui. En fait, il était jeune, c'était des très jeunes gens qui avaient entre 16 et 18 ans. Lui avait 24-25. À la suite d'un chagrin d'amour, il a quitté Amsterdam. Il est parti sur la route avec son sac à dos. Il avait une seule chose dans son sac à dos, un vieil appareil photo de son grand-père. Il n'avait pas d'argent. Il est rentré dans ce bistrot qui était l'un des moins chers de Paris. Il a vu tous ces jeunes gens. Il s'est mis à les mitrailler. Il a fait des centaines de photos. Toutes à l'intérieur de cet enclos qui fait 20 ou 30 mètres carrés. Cette petite grotte qui était ce bistrot. Et il en a publié 200 en 56, mais à compte d'auteur, au début. Quasiment, chez un petit éditeur hollandais et puis en anglais à 300 exemplaires. Alors que maintenant ces photos sont inestimables. C'est un peu de l'anti-douaneau quelque part, c'est pareil, mais c'est plus du... En tout cas, c'est du douaneau, ça pourrait être du douaneau, mais du douaneau dans la marge, c'est-à-dire du douaneau pas propre, pas très... Ce sont des photos absolument magnifiques, qui ont inspiré beaucoup de photographes dans les années qui ont suivi. Par exemple, une photographe comme Nan Golding dit que c'est une de ses principales inspirations. Donc c'est devenu une sorte de... Il n'a jamais été très célèbre de son vivant, il est mort en 90 je crois, ou 11. Mais c'est devenu vraiment un fondateur d'un genre photographique. Qui sont ces jeunes gens? On peut peut-être revoir d'ailleurs les photos. Qui sont ces jeunes gens qui sont là? Vous dites, parce qu'on n'est pas loin de Saint-Germain-des-Prés, on est de l'autre côté du boulevard en fait. C'est à 100 mètres du Café de Flore par exemple. Mais ils ne font pas de politique, ils ne veulent pas être artistes, ils veulent être rien, ils veulent vivre en fait. Rien, ils ne sont pas du tout comme les existentialistes, Juliette Gréco, tout ça qui était quelques années avant eux, 3-4 ans avant eux. Ils sont en fait... Moi, j'ai découvert d'abord ces photos. Je me suis dit, qui sont ces jeunes gens qui sont si beaux et qui ils n'ont pas de look particulier, ils n'ont pas d'attitude particulière. Et en fait, j'ai assez vite découvert, c'était une génération un peu perdue. Ce sont des gamins qui étaient nés en 32, 33, 34, qui ont eu 10 ans pendant la guerre. Et en fait, à 10 ans, c'est un âge terrible. Enfin, tous les hommes, il n'y a pas de bon âge pour être pendant la guerre, mais ils sont trop jeunes pour faire quoi que ce soit. Ils peuvent être ni résistants ni collabos. Et ils sont suffisamment âgés pour se rendre compte de ce qui se passe et des drames autour d'eux. La plupart de leurs parents sont morts d'une manière ou d'une autre. Et donc, en fait, au sortir de la guerre, ils ont donc 15 ans, 16 ans ou 14 ans. Ils n'ont pas eu cette partie de l'enfance très importante qui est entre l'adolescence et la petite enfance. Et je pense, sans me projeter trop dans des hypothèses aventureuses... De psychologie de comptoir. Qu'ils ont voulu reconstruire dans ce bar une sorte de petit sanctuaire d'enfance. Simplement, ils ont remplacé, il y en a un qui parle de ça d'ailleurs, la limonade et les illustrés, par du vin. Et ils jouaient beaucoup au 4-21, aux échecs. Et puis, ils couchaient tous les uns avec les autres. C'était comme une enfance un peu décalée quelques années plus tard. Nid, quoi. Et le nid qu'ils n'ont pas eu. Et les moineaux, c'est effectivement... Je dis nid, moineaux, etc. C'est le nom des tenanciers. Alors, il y a des gens plus âgés qui passaient là. Puis il y a un certain Patrick Modiano. Il y a le fameux livre, Le Café de la jeunesse perdue.
Et puis, on va regarder une deuxième photo. Vous allez peut-être pas le reconnaître tout de suite. Vous allez le reconnaître, bien sûr. C'est Guy Debord. Lui aussi fréquentait on dirait Coluche un peu, là. C'est vrai qu'il a l'air de Coluche. On a dit ça aussi en régie tout à l'heure. Vous n'êtes pas tendre, d'ailleurs, avec Guy Debord, hein? Bon, non, parce qu'il n'a pas été tendre avec ceux que j'aime de tout mon cœur, qui sont ces petits moineaux, là. Ouais. Mais en même temps, je l'aime bien quand même. Je dis dans le livre, il y a un truc qui me plaît chez lui, c'est son côté poivreau, mélancolique. Ça me touche. Un philosophe poivreau. Ouais. Et surtout vraiment marqué par la mélancolie. Mais sinon, en fait, ce qu'a fait Guy Debord, il avait le même âge qu'eux. Il était dans ce café. Il n'a pas participé. Il s'est mis sur le côté. Il les a observés. À partir de ce qu'il voyait, c'est-à-dire des jeunes qui refusaient tout, travail, études, tout ce qui est artistique, qui n'avaient aucune ambition, qui voulaient simplement s'amuser et prendre du plaisir dans des situations qu'ils créaient eux-mêmes. À partir de ça, il a établi ses théories, on peut dire, enfin, du situationnisme. Ouais. Et quand il en a eu assez, il les a jetés, mais vraiment, il s'est débarrassé d'eux de manière vraiment pas... violente, hein, ouais. Par exemple, son meilleur ami au début, qui l'a accueilli, qui l'a amené chez Moineau, s'appelait Jean-Michel Mention. Ouais. Et au bout de 2 ans, quand Debord avait bien tout absorbé ce qu'il voulait, il l'a dégagé en lui disant « Tu étais simplement décoratif. Pour moi, tu étais simplement décoratif. Salut, va-t'en. » Donc non, je n'ai pas une grande tendresse pour Debord, mais ce n'est pas le sujet du livre, surtout. Le sujet du livre, c'est les jeunes gens, les moineaux. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et puis il y avait, pour que les gens comprennent, il y avait cette fameuse kaki qu'on ne voit pas beaucoup, on voit peut-être sur une photo, je crois. Une seule photo de Van der Elsten, et elle a les yeux baissés sur son assiette. Mais il y a tous les autres aussi, Valli, enfin j'en passe, parce que c'est vrai que c'est assez vaste. On vous suit comme ça et on vous suit dans votre enquête. On me reproche un peu la multiplicité des noms et des personnages. C'est ce qui m'intéressait, moi, de faire un portrait de groupe. Complètement. C'est une vraie plongée. Il y a toujours Anne-Catherine aussi qui est là, votre épouse. Oui. Je la cite. Vous n'êtes pas super tendre non plus parfois parce que vous êtes avec mon épouse, si je suis obligé. J'ai noté Anne-Catherine qui chante comme une casserole sans manche. Oui, c'est pas faux. Si elle regarde, là, elle doit être en train d'hocher la tête et de dire oui, c'est vrai. Elle a plein de qualités, mais pas celle-là. Magnifique livre que je vous conseille à tous, La Désinvolture. Et le titre d'ailleurs est de Guy Debord. Hein. Oui, alors c'est dans le manifeste, si je peux juste rajouter un petit truc, le manifeste de l'Internationale lettriste créé par Debord en 52. Ouais. Et il y a une phrase juste après celle-là que je n'ai pas mise. Donc, dans le texte, il y a « La désinvolture est une bien belle chose, mais nos désirs étaient périssables et décevants. Ouais. » Moi, j'ai gardé que le bon côté, mais c'est évidemment un peu au second degré. Hein. C'est magnifique. Et la photo ici de cette kaki, elle a été prise par, en principe, Boris. Par son amoureux Boris. Ouais. L'amant. Alors, est-ce qu'elle s'est suicidée ou pas, ça? Faut y aller, faut lire le livre, évidemment, parce qu'il y a un côté enquête. Merci Philippe. Merci. Chez Mialet Barreau. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.